Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'informatique, plus spécifiquement orientée réseau. Donc récemment, dans des capsules précédentes, nous avons vu comment traduire à travers divers systèmes de numérotation. On a vu comment passer à travers l'octal, passer de l'octal au hexadécimal, de l'hexadécimal au binaire. Et on a vu plusieurs systèmes qui nous permettaient, dans le fond, de faire passer des valeurs d'une base 2 à une base 8 ou à une base 16, et ainsi de suite. Pourquoi qu'on a vu ça? Bien parce que dans le cadre du cours de réseau, entre autres, on doit aborder les adresses IP et les masques de sous-réseau, plus spécifiquement dans ce qui a trait à la technologie IPv4. Et donc, c'est ce à quoi nous allons nous attaquer aujourd'hui. Donc, capsule sur le protocole TCP/IP et plus spécifiquement l'adressage IPv4. L'adressage IPv4, ce n'est pas si compliqué une fois qu'on a bien compris les fondements et l'essentiel du fonctionnement. Cependant, pour l'apprendre au début, ça peut nécessiter une certaine quantité d'effort et n'est pas rare que certains de mes élèves aient de la difficulté à la première approche et aux premiers abords de l'adressage IPv4. Donc, que vous soyez ici pour apprendre l'IPv4 puisque vous n'avez jamais entendu parler, ou que vous soyez ici simplement pour réviser votre cours sur l'adressage IPv4, on va faire un tour d'ensemble dans le fond de cette technologie-là. Donc, qu'est-ce que l'adresse IP à la base, surtout l'adresse IPv4? C'est une adresse qui est formée de 4 octets, donc 8 bits, 8 bits x 4 séparés par des points. Donc, et on a un exemple ici d'une adresse IP classique 192.168.0.10. Il existe deux types d'adressage IPv4. On verra pourquoi il y a deux types plus spécifiquement. Vous allez comprendre à travers la petite rétroaction historique que je ferai dans cette capsule-là. Le premier type d'adressage IPv4 qu'on appelle Classful Network, donc l'adressage par classe d'adresse. Dans le fond, si on lit un peu ce qui est marqué dans le document, ce système est le premier à voir le jour en ce qui concerne l'IPv4, alors que l'Internet et le protocole TCP/IP étaient à leur tout premier battement de cœur. On a décidé de classer les adresses dans diverses classes d'adressage. Les premiers bits du premier octet déterminaient la classe d'une adresse IP. Donc, le premier octet étant celui-ci, les premiers bits, donc ceux de valeur plus forte, déterminaient la classe d'une adresse. Donc, la classe, c'est quoi? On pourrait voir ça comme, je dirais, le secteur ou la classification d'une adresse. Donc, observons le fonctionnement des classes à l'aide du petit graphique ci-dessous. Donc, imaginons le premier octet d'une adresse au format binaire. Donc ici, on a un octet complet d'une adresse IP. En l'occurrence, si vous vous souvenez un peu du cours qu'on a vu précédemment sur la conversion binaire à décimale, on pourrait faire l'addition de 64, 32, 8 et 4 pour avoir la valeur de cet octet-là. Donc, non, c'est pas ça que je veux. Si j'ouvre ma petite calculatrice et que j'additionne, j'avais-tu 128? Non. Nous disions donc, pardon, pas 128, mais 64, 32, 8 et 4. Donc, 108. Ici, on a un premier octet d'une adresse IP qui commence par 108. Le bit le plus fort d'un octet est celui qui est situé le plus à gauche. Dans un octet, le bit le plus fort possède une valeur possible de 128. Pour déterminer la classe A, les scientifiques ont déterminé que tant que ce bit reste à 0, il s'agit d'une adresse de classe A. Donc, le premier bit ici a une valeur possible, et pourquoi qu'on dit possible, puisque tout dépend s'il est à 0 ou 1, de 128.
Ce qu'on a dit, c'est que pour déterminer les classes, on a dit, bon, premièrement, il y a 4 grandes classes. On va les voir tous et chacune. Donc, il y a la classe A, B, C et D. Et ce qu'on s'est dit, pour déterminer quelles étaient les adresses de classe A, on s'est dit, dans le fond, que tant et aussi longtemps que ce bit allait rester à 0, cela allait être une adresse de classe A. Donc, attendez-moi un petit instant. Je vais brancher mon casque qui est sur le point manqué de batterie. OK, pardon. Donc, tant et aussi longtemps que ce bit-là est à 0, c'est une adresse de classe A. Ce qui veut donc dire, compte tenu que ce bit doit rester à 0 pour obtenir une adresse de classe A, le premier octet pourrait se situer entre 0 carrément et cette adresse-là. Donc, si on traduit, ce qui veut dire que le premier octet doit être situé entre 0 et 127. Donc, dans ce cas-ci, on a dit que la valeur de cet octet-là était de 108. Nous avons donc une adresse de classe A. Donc, qu'il s'agisse de 108.0.8.20, c'est une adresse de classe A. Qu'il s'agisse de 108.255.255.200, c'est toujours une adresse de classe A. Donc, c'est vraiment le premier octet qui détermine la classe d'une adresse. Enfin, dans le type d'adressage classful. Donc, les adresses IPv4 de classe A sont donc situées entre 0001 et 127.255.255.255. Je mets un bémol sur le 127, on en parlera plus tard, un peu plus loin dans le cadre du cours, mais retenez ce chiffre puisqu'on aura à en discuter pour d'autres raisons plus loin. Pour les adresses IPv4 de classe B, nous avons donc procédé de la même façon en utilisant le deuxième bit, il manque un mot ici, le deuxième bit le plus fort. Deux conditions sont donc nécessaires à la classification d'une adresse dans la classe B. Le bit le plus fort doit être égal à 1, sans quoi il s'agirait d'une adresse de classe A. Donc on se souvient que tant que ce bit-là ici est à 0, c'est une adresse de classe A. Donc, si on ne veut pas être dans la classe A, ça prend forcément 1. Et le deuxième bit le plus fort, soit celui-ci, doit être à 0. Donc, quand une adresse au format binaire dont le premier octet commence par 1 et 0, on fait affaire à une classe B. Les adresses de classe B sont donc comprises entre cette valeur binaire-là et cette valeur binaire-ci. En décimale, cela représente de 128 à 191. Donc, nous disions que les adresses de classe A avaient un premier octet situé entre 0 et 127. Les adresses de classe B ont un premier octet situé de 128 à 191. On remarque donc que la classe A est plus grande que la classe B. Et nous verrons aussi que la classe C est encore plus petite que la classe B. Donc, c'est vraiment du plus grand au plus petit. Les adresses IPv4 de classe B sont donc situées entre 128.0.0.1 et 191.255.255.255. On poursuit. Donc, vous l'aurez donc compris, les ingénieurs n'ont pas réinventé la roue pour les classes C et D. Regardons tout de même de plus près. Donc, la classe C sera donc liée au troisième bit le plus fort et la classe D, tout ce qui s'ensuit. Donc, pour avoir une adresse de classe C, il y a cette fois-ci 3 conditions nécessaires. Le bit le plus fort doit être égal à 1, sans quoi il s'agirait d'une adresse de classe A. Le deuxième bit le plus fort doit aussi être égal à 1, sans quoi il s'agirait d'une adresse de classe B. Et le troisième bit le plus fort doit être égal à 0. Donc, si on regarde, pour avoir une adresse de classe A, je dois avoir un 0 qui commence mon premier octet. Pour avoir une adresse de classe B, je dois avoir 10 qui commence mon premier octet. Et si je veux avoir une adresse de classe C, je dois avoir 110 minimalement qui commence
pas minimalement, je dois avoir 110 points barres qui commencent mon premier octet. Les adresses de classe C sont donc comprises entre cette valeur-ci en binaire et celle-ci. Soit disant passant, les notes que je suis en train de vous présenter seront disponibles dans la description du vidéo. Soyez sans crainte, ça me fera plaisir de vous les donner, ainsi vous pourrez les consulter si jamais vous en avez besoin. En décimale, cela représente 192 à 223. Donc, adresse de classe A, nous disions donc de 0 à 127 pour le premier octet, adresse de classe B de 128 à 191 et adresse de classe C de 192 à 223. Pour la classe D, c'est toutes les adresses restantes. Donc, les adresses restantes sont constituées des adresses 224.001 jusqu'à 4 fois 255. Au niveau de la classe C, donc, on aura les adresses, vous l'aurez compris, de 192.001 et comprises entre cette valeur et 223, 255, 255, 255. Donc, je poursuis dans l'explication de, la technologie Classful. À chacune de ces classes était associé un masque de sous-réseau. Et là, c'est là que les choses se compliquent légèrement, n'ayez crainte. Ça se complique un peu, mais c'est encore très compréhensible. Donc, c'est à chacune de ces classes, on avait associé un masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau, son rôle principal, et ça c'est très important, c'est de déterminer la partie de l'adresse qui identifie le réseau et la partie de l'adresse qui identifie le poste. Donc, regardons ensemble, c'est vraiment ça le rôle du masque de sous-réseau, c'est de déterminer quelle partie de l'adresse fait quoi. Donc, on attribuait dans le temps à l'époque, puisqu'aujourd'hui, on verra qu'on n'utilise plus les adresses classful, on utilise les adresses classless, mais c'est tout de même important de comprendre le fonctionnement de ça pour savoir comment fonctionne la technologie classless. Donc, à la classe A, on attribuait le masque 255.000 à la classe A. Donc, grossièrement, ce que ça veut dire, c'est qu'on avait le premier octet qui déterminait le numéro du réseau, ainsi que les 3 octets suivants qui identifiaient le poste. Ce qui veut dire que le nombre de réseaux distincts possibles dans une classe A était de 255. Donc, on pouvait avoir 255 réseaux distincts. Et le nombre de postes distincts possibles dans chacun de ces réseaux-là était 255 au cube. Donc, pourquoi au cube? Bien, parce que j'ai 255 possibilités, fois 255 possibilités, et fois 255 possibilités ici. Ce qui nous donnait beaucoup de postes attribuables. Donc, pour la classe A, c'est avec un masque de sous-réseau comme celui-ci qu'on fonctionnait. Pour la classe B, on attribuait le masque 255, 255, 0, 0 à la classe B. Ce qui veut dire que les deux premiers octets étaient attribuables au numéro du réseau, et les deux derniers octets étaient attribuables au numéro du poste. Ce qui veut dire qu'on avait 255 possibilités au carré en ce qui a trait au réseau. Donc, on avait 255 fois 255 possibilités de réseaux distincts. Et en ce qui concerne le nombre de postes, on avait également 255 possibilités fois 255 possibilités de postes distincts à identifier. Donc, ce qu'il faut comprendre avec le masque de sous-réseau, c'est que dans un réseau, tous les postes sont en mesure de communiquer directement entre eux. Donc, dans un réseau de classe A, si on prend l'exemple ici, tous les postes dont le numéro, dont l'adresse IP commençait par 25, pouvaient communiquer entre eux. Okay? Donc, ça fait énormément de postes qui peuvent communiquer entre eux directement sans matériel supplémentaire. Okay? Parce qu'on verra que même lorsque ces numéros-là changent,
il y a possibilité de faire communiquer des postes, sauf que ça nécessite des configurations supplémentaires comme du routage, etc. Mais à la base, quand des postes sont dans le même réseau, quand ils possèdent le même identifiant réseau, ces postes-là, sans aucun ajout, sans aucun routage supplémentaire, peuvent communiquer entre eux. Et donc, dans la classe B, si on poursuit avec cette même ligne de pensée-là, par exemple, ici, les postes qui commençaient par les numéros 145-17 pouvaient tous communiquer entre eux. Et maintenant, si j'avais un poste qui se trouvait dans le numéro 145-18, ben celui-ci ne pouvait pas communiquer avec les autres postes qui se trouvent dans le 145-17, à moins d'insérer des protocoles de routage et du matériel supplémentaire. Mais à la base, je le répète, deux postes qui possèdent le même numéro de réseau peuvent communiquer entre eux sans routage, sans matériel supplémentaire. On continue avec la classe C. La classe C possédait un masque comme suit, donc 3 fois 255 suivi de 0. Et donc, on avait un numéro de réseau très long et un numéro de poste composé seulement d'un octet, ce qui nous donnait 255 au cube possibilités de réseau distinct et 255 seulement possibilités de postes par réseau. Ce qui veut donc dire que tous les postes voulant communiquer avec celui-ci doivent avoir ce numéro-là en ce qui concerne le réseau. Donc, c'est comme ça qu'on attribuait les masques de sous-réseau. On attribuait les masques de sous-réseau par classe d'adresse. Et là, certains d'entre vous auront peut-être déjà remarqué un lien entre les 255 qu'on voit ici et le nombre d'octets qui composent le numéro de réseau. Donc ici, on a un octet à 255 et donc un numéro de réseau. On a deux octets ici à 255, donc deux octets qui composent le numéro de réseau. On a ici trois octets à 255 et coïncidence, trois octets qui composent le numéro de réseau. Donc si vous aviez déjà vu le lien, c'est très bien. Puisque nous allons voir comment fonctionne concrètement le masque de sous-réseau, qu'est-ce qui se passe, comment fonctionne le masque de sous-réseau pour déterminer quel est le numéro du réseau, quel est le numéro du poste. Mais déjà, si vous avez réussi à faire ce lien-là, c'est que vous commencez déjà à voir qu'il y a un lien direct entre le numéro de réseau, le numéro de poste et le masque de sous-réseau. Donc, il reste la classe D. La classe D, on ne lui avait pas attitré de masque de sous-réseau. Pourquoi? Parce que la classe D était réservée à une technologie qu'on appelle le multicast. Cette technologie-là de multicast est maintenant beaucoup plus présente dans le protocole IPv6 qu'on verra peut-être éventuellement. Mais donc, c'est pour cette raison-là qu'on n'attribuait pas d'un masque de sous-réseau à la classe D. Et en ce qui concerne le multicast, on y reviendra lorsqu'on sera rendu à parler d'IPv6, ce qui n'est pas vraiment pas tout de suite. Donc, pour le moment, la classe D nous intéresse un peu moins. Et je dis bien pour le moment. Donc, avant d'aller plus loin, donc avant de voir le prochain type de technologie, soit la technologie CIDR, en ce qui concerne les adresses IP, on va regarder comment fonctionne le masque de sous-réseau exactement. Donc, pour saisir les subtilités du masque de sous-réseau et comprendre comment il arrive à définir les adresses qui peuvent communiquer entre elles, il faut passer par le système binaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était important de suivre le petit cours, la petite formation sur le système de numérotation que j'ai fait dans une autre vidéo qui est possible de trouver sur ma chaîne YouTube. Donc, premier exemple, prenons une adresse de classe A, donc une adresse que j'ai pris carrément au hasard, là, il n'y a pas de signification. Donc, une adresse qui est la suivante, 20.171.63.45. Donc, pour comprendre le fonctionnement du masque, on va traduire cette adresse-là en binaire. Donc, en binaire, je l'ai déjà fait,
cette traduction-là donne les 4 octets binaires qu'on a ici. Le masque associé à la classe A, on vient tout juste de voir que c'était 255, 0, 0, 0. Et maintenant, on va faire passer ce masque-là au format binaire. Donc, 255 signifie littéralement que tous les bits d'un octet sont à 1. Et 0, ben, tous les bits d'un octet sont à 0. Donc, maintenant, comparons notre adresse IP au format binaire à notre masque de sous-réseau au format binaire. Et là, attention, j'ai vraiment besoin que vous portiez attention à ce qui va se dire ici. Lorsqu'une adresse IP désire communiquer avec une autre adresse IP, elle se compare de la sorte au masque. Donc, elle se compare comme ça, là, une à côté de l'autre. Le masque autorise la communication entre les deux adresses lorsque les deux adresses répondent aux critères suivants. Chaque bit de l'adresse IP correspond, je répète, chaque bit de l'adresse IP correspondant à un bit de valeur 1 dans le masque de sous-réseau doit être identique entre les deux adresses. OK, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qu'on dit, je répète, chaque bit de l'adresse IP correspondant à un bit de valeur 1 dans le masque de sous-réseau. Donc, le masque de sous-réseau ici, il est là. Ça, ce sont les bits de valeur 1. OK? Donc, on va souligner ça ici. Voilà. Donc, ça, ce sont les bits de valeur 1 dans mon masque de sous-réseau. Doit être identique entre les deux adresses. Donc, quand on dit que les bits de mon adresse IP se heurtent à des bits 1 dans mon masque de sous-réseau, c'est ceux-là ici. Okay? Donc, chaque bit de l'adresse IP, donc chacun de ces bits-là, correspondant à un bit de valeur 1 dans le masque de sous-réseau, les bits de valeur 1, doit être identique entre les deux adresses. Ce que ça veut dire, c'est que pour communiquer avec une autre adresse, les bits de cette adresse-là, donc ça ici, ce qui est en bleu, ça doit être identique à l'adresse avec laquelle je veux communiquer. En d'autres mots, si mon adresse commence par 20 et que mon masque de sous-réseau est à 255 ici, nécessairement, l'adresse avec laquelle je tente de communiquer doit commencer par 20, ni plus ni moins. OK? Donc, là, je sais qu'au premier abord, ça peut être un concept assez complexe à comprendre. C'est pour ça qu'on va le creuser et on va l'approfondir. Okay? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai grossi ici les bits et l'exemple dans un tableau et on va regarder ça ensemble. Donc, analysons de plus près. Les 8 premiers bits de l'adresse, okay, donc ceux-ci, voilà, se heurtent à des bits de valeur 1 lorsqu'ils sont comparés aux bits de même valeur du masque de sous-réseau. Donc, quand je viens comparer chacun de ces bits-là, ben, mon masque de sous-réseau ici, il est à 1 pour chacun de ces bits-là. Okay? Ce qui veut dire qu'il interdit toute forme de communication avec une adresse qui aurait des valeurs différentes de celle-ci. Okay? C'est ça que ça veut dire. L'adresse IP ne pourra donc communiquer qu'avec les adresses IP possédant les 8 mêmes premiers bits qu'elle. Donc, notre adresse 20.171.63.45 pourra communiquer avec toute adresse commençant par 20 quelque chose, quelque chose, quelque chose. Plusieurs d'entre vous vont me dire « Oui, mais Gabriel, lorsque je navigue sur Internet, je ne vérifie pas les adresses IP avec lesquelles je communique. » C'est vrai, mais patience. Il y a d'autres concepts qui vont venir à considérer. L'adressage IP, c'est une technologie qui est vraiment bien faite et on verra comment tout ça fonctionne. Okay? Pour l'instant, on n'a pas parlé de routage, on n'a pas parlé de passerelle par défaut. Okay? Pour l'instant, on n'a parlé que de masque de sous-réseau et que d'adresse IP et c'est à ces deux concepts-là qu'on va s'arrêter. Okay? Pour aujourd'hui, c'est amplement suffisant. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on a une adresse IP, un masque de sous-réseau, et ce masque de sous-réseau-là possède des bits qui sont à 1. Lorsque les bits de ce masque de sous-réseau-là sont à 1, les bits correspondants dans l'adresse IP
ne peuvent être changés si on veut qu'il y ait une communication entre les deux adresses IP. OK? Donc, inquiétez-vous pas, je vais poursuivre mon document. Vous allez voir, on va faire des exemples un peu plus loin. Je vais vous fournir les notes de cours et je vais vous fournir également un exercice de pratique qui vous permettra de mettre en pratique ces concepts-là. Pour l'instant, je veux qu'on termine vraiment les classes d'adressage de type classful. Et ensuite de ça, on va s'attaquer à ce qui est vraiment concret de nos jours. Le problème avec les adresses classful, c'est que l'on attribuait des classes complètes aux clients. Par exemple, si un client avait besoin de 100 adresses IP, on lui attribuait une classe C au complet, donc soit 255 adresses. Il y avait donc un gaspillage de 155 adresses IP. C'est pour ça qu'il a fallu trouver un moyen d'éviter un tel gaspillage. Et c'est comme ça qu'on a vu le type d'adressage IP Classless Interdomain Routing ou CIDR voir le jour. Donc, on parle d'adressage sans classe lorsqu'on parle d'adressage IP de type CIDR. Okay? Et ça, ce fonctionnement-là, cette méthodologie-là, c'est vraiment le type de méthodologie qu'on utilise aujourd'hui pour faire de l'adressage IP. Okay? Donc, vous aurez donc compris que le système Classful a été abandonné dû au gaspillage des adresses. De nos jours, nous fonctionnons avec des adresses de type CIDR. En mode CIDR, on inscrit les adresses de la façon suivante. Donc, je vous ai inscrit une adresse ici, 172.20.121/16. Okay? Donc, on voit ici qu'on a l'adresse et le masque est écrit en format CIDR, donc avec une barre oblique suivie d'un numéro. Le masque représente le nombre de bits à partir de la gauche qui sont de valeur 1. Donc, le /16 qu'on voit ici représente un masque au format binaire, dis-je, comme celui-ci. Donc, les 16 premiers bits à partir de la gauche sont à 1. Si je traduisais ce format-là, ce masque-là au format décimal, j'obtiendrais un masque comme celui-ci, soit 255, 255, 0, 0. Donc, que j'écrive mon masque au format décimal comme ça ou au format CIDR, on parle exactement de la même chose et ça fonctionne exactement de la même façon. Okay? Donc, comme nous travaillons désormais sans classe, chaque adresse IP peut posséder un masque différent et personnalisé. Par exemple, prenons l'adresse 66.15.102.11/24. Cette adresse-là pourrait communiquer avec l'adresse 66.15.102.100/25. Bien que leur masque de sous-réseau soit différent, les deux adresses possèdent des plages d'adresses compatibles. Pourquoi? Parce que 66.15.102.11 peut communiquer avec les adresses ici, soit 66.15.102.1 jusqu'à 66.15.102.255. Et la deuxième adresse peut communiquer, mon Dieu, peut communiquer avec la plage d'adresse suivante, 66.15.102.1 à 66.15.102.127. Ce qui veut donc dire que nos deux adresses actuellement peuvent très bien communiquer ensemble, même s'ils ont des masques de sous-réseau différents. Et c'est ça qui est la force, et je dirais aussi la complexité du format sans classe. C'est que il n'y a plus vraiment de limite à ce qu'on peut faire avec le masque. Donc, on va regarder quelques exemples ensemble et ça va nous permettre aussi de clarifier tout le concept du masque de sous-réseau. Okay? Donc, je prends une adresse encore une fois que j'ai pris au hasard. Okay? Et donc là, on va procéder à un calcul complet. Donc, un calcul complet, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va prendre une adresse avec un masque de sous-réseau et on va vérifier cette adresse-là peut communiquer avec quelles autres adresses à la base. Donc,
je prends l'adresse 209.166.3.57, barre oblique 13, et regardons ça. Donc, première étape. Étape 1, on traduit l'adresse IP en binaire. Donc, je prends mes 4 octets qu'il y a là et je traduis chacun de ces octets-là en binaire. Okay, donc, j'ai fait la traduction déjà. On a nos 4 octets ici. Étape 2, on convertit également le masque en binaire. Donc, ici, on a un /13, ce qui veut dire que mes 13 premiers bits à partir de la gauche, soit ceux-ci, sont tous à 1 et le reste à 0. Donc, j'ai converti mon masque. Étape 3. On compare l'adresse IP au masque pour vérifier quels sont les bits que le masque bloque. Donc, ce qu'on disait, comment fonctionnait le masque, c'est qu'on disait qu'à chaque fois qu'un bit du masque est à 1, le bit équivalent dans l'adresse, soit le bit se situant à la même place, doit être égal à l'adresse avec laquelle on veut communiquer. Donc, si les 13 premiers bits de mon masque de sous-réseau, ici, donc, sont à 1, les 13 premiers bits de mon adresse IP sont bloqués. Okay? Mon adresse IP peut communiquer avec toutes les autres adresses IP ayant les 13 premiers mêmes bits. C'est ça qui veut dire le masque. Donc, en rouge, on a les 13 premiers bits du masque de sous-réseau dans la rangée en bas. Et en rouge, dans la rangée en haut, on a les 13 premiers bits de l'adresse IP qui doivent être identiques si je veux une communication. Ensuite, étape 4, nous appliquons des valeurs 0 sur tous les bits qui ne sont pas bloqués par le masque afin de connaître l'adresse minimale avec laquelle nous pouvons communiquer. Mon objectif dans ce calcul-là, c'est de connaître toutes les adresses IP avec lesquelles je peux communiquer sans avoir à procéder par un routage ou sans avoir à procéder par une quelconque technologie autre que celle de l'IP de base. Donc, ce que je veux savoir, c'est mon adresse IP, là, avec rien d'autre, elle peut communiquer avec quelles autres adresses IP. Donc, pour ce faire, ce que je fais, c'est que je sais que ces 13 premiers bits-là, je n'ai pas le droit de les changer. Okay? Ils doivent être identiques si je veux une communication. Donc, je les laisse identiques, mais tous ceux que je peux changer, je vais les mettre à 0. Pourquoi 0? Parce que je sais que c'est la valeur minimum en binaire. Et si je veux savoir la plus petite adresse possible avec laquelle je peux communiquer, ben, je vais mettre toutes des valeurs 0, ce qui va me donner la première adresse avec laquelle je peux communiquer. Donc, l'étape 5, c'est que je vais convertir l'adresse minimale en décimale. Donc, dans le fond, cette adresse-là ici au format binaire, je vais la convertir en décimale. Donc, en décimale, ça me donne 209.160.00. Donc, 209.160.00, là, je sais que c'est la plus petite adresse avec laquelle je peux communiquer. On n'oublie pas, mon adresse IP, elle est ici, 209.166.3.57. Donc, je peux communiquer avec cette adresse-là. Mais tout ce qui est en dessous de ça, là, je ne peux pas. Ensuite de ça, j'aimerais savoir la valeur maximale avec laquelle je peux communiquer. Pourquoi? Bien, parce que je veux savoir que ce qui se situe entre le minimum et le maximum, bien, ça se trouve à être ma plage de communication. Donc, l'étape 6, c'est quoi? C'est qu'on va appliquer des valeurs 1 sur tous les bits qui ne sont pas bloqués par le masque afin de connaître l'adresse maximale avec laquelle je peux communiquer. Donc, je fais le même exercice que pour l'adresse minimale, mais ici, au lieu de mettre des 0 partout, je mets des 1 partout, okay, pour avoir l'adresse maximale avec laquelle je peux communiquer. Et je vais traduire cette adresse-là au format décimal, ce qui me donne 209, 167, 255, 255. Et finalement, je vais convertir mon masque, que je n'avais pas encore converti, donc mon /13 ici. Je le convertis au format décimal, ce qui me donne 255, 248, 0, 0. Conclusion. Mon adresse qui était visée, c'était 209.166.357 avec un masque en /13.
Ma plage de communication, on a calculé qu'elle était de 209.160.00 à 209.167.255. Pardon. Ce qui veut dire que mon adresse ici, avec un masque comme celui-là, peut communiquer avec n'importe quelle adresse qui se trouve entre ces deux-là. Et finalement, mon masque de sous-réseau est égal à 255.248.00. Donc, on va faire un deuxième exemple, parce que souvent, je sais que c'est un concept qui est pas facile à aborder, et on ne se le cachera pas, c'est de la grosse théorie. Donc, on va regarder ensemble un autre exemple. Exemple numéro 2. Okay, ici, j'ai une adresse qui est 21 16 211 88 avec un masque de sous-réseau en /19. Okay. Donc, on recommence nos étapes. Étape 1, on traduit l'IP en binaire. Donc, je prends mes 4 octets ici et je les traduis en format binaire, comme ceci. Okay. Ensuite, on convertit le masque en binaire. Donc, /19, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes 19 bits à partir de la gauche sont à 1. Le reste à 0. Étape 3. Je viens comparer l'adresse au masque pour vérifier quels sont les bits que le masque bloque. Donc, si les 19 premiers bits du masque sont à 1, ça veut nécessairement dire que les 19 premiers bits de mon adresse IP doivent être identiques à toute adresse avec laquelle elle veut communiquer. Okay? Donc, je sais que ces 19 premiers bits-là doivent être identiques avec les adresses avec lesquelles elle veut communiquer. Étape 4. Nous appliquons des valeurs 0 sur tous les bits qui ne sont pas bloqués par le masque afin de connaître l'adresse minimale avec laquelle nous pouvons communiquer. Donc, je laisse mes 19 premiers bits tels qu'ils sont, donc je les bloque, et je mets des zéros par la suite pour savoir l'adresse, la plus petite adresse avec laquelle je peux communiquer. Et l'étape 5, ben c'est quoi? C'est que je viens convertir cette adresse binaire-là en décimale. Ce qui va me donner un résultat de 21.16.192.0. Donc ça, c'est la plus petite adresse avec laquelle je peux communiquer. L'étape 6, on fait la même chose, mais pour la valeur maximale. Donc, je laisse mes 19 premiers bits tels quels, et les suivants, je viens les mettre à 1 pour avoir l'adresse maximale avec laquelle je peux communiquer. Donc, l'adresse maximale, ici, si je convertis cette valeur-là, ça va être 21, 16, 223, 255. Finalement, je convertis mon masque. Donc, ici, on avait un /19. Si je convertis en décimale, ça me donne 255, 255, 224, 0. Donc, conclusion, l'adresse concernée, 21 16 211 88 en /19, peut communiquer avec toutes les adresses qui se trouvent entre 21 16 192 0 jusqu'à 21 16 223 255. Tant et aussi longtemps que cette adresse-là conserve le masque de sous-réseau suivant, soit 255, 255, 224, 0. Donc voilà comment fonctionne le système CIDR, et c'est cette méthode-là qu'on utilise aujourd'hui en ce qui concerne tout ce qui touche l'adressage TCP/IP. L'adressage avec les classes n'existe plus. On fonctionne vraiment en format CIDR. Maintenant, il reste des petites choses. Donc, pour terminer, on va parler des adresses publiques et privées. Okay? Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on a dû déterminer des adresses publiques, Internet, et des adresses privées de domicile. Pourquoi? Parce que vers les années 90, on était sur le point de manquer d'adresses IPv4. Heureusement, la technologie NAT est venue à notre secours. Nous n'aborderons pas cette technologie aujourd'hui. Cependant, il faut savoir que nous avons été forcés de déterminer des adresses publiques et des adresses privées.
Les adresses publiques sont distribuées par les fournisseurs d'accès comme Vidéotron et Bell. Ces adresses sont uniques et joignables via Internet. Les adresses privées sont distribuées par votre routeur et ou serveur domestique. Elles ne sont pas uniques. La même adresse peut exister au sein de votre domicile et celui de votre voisin. Elles ne sont pas joignables via le web non plus. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il a fallu réserver des plages d'adresses pour les adresses qu'on va dire à la maison. OK? Pardon. Donc, les classes d'adresses A, B et C possèdent des adresses privées. Les voici. Et ça, il faut connaître ça par cœur. OK? Parce que, puis pas juste pour le cours, dans la vie de tous les jours, il faut que vous sachiez si vous êtes en train de travailler sur de l'adressage privé ou de l'adressage public. Dans votre travail, si vous touchez ne serait-ce qu'un peu au réseau, c'est important que vous le sachiez. Donc, dans la classe A, toutes les adresses IP débutant par 10 sont tous privées. Dans la classe B, les adresses qui débutent par, les adresses qui se retrouvent entre 172.16 et 172.31 sont tous privées également. Donc 172.17, 172.18, etc. jusqu'à 31, ce sont tous des adresses privées. Dans la classe C, ce sont les adresses débutant par 192.168. Et je suis convaincu que 192.168, c'est une adresse IP qui vous parle. Pourquoi? Parce que la plupart des routeurs domestiques distribuent des adresses au format 192.168. Donc, à la maison, vous avez probablement des adresses IP privées qui débutent par 192.168. Petite exception. Donc, les adresses qui débutent par 127 ne sont jamais utilisées en aucune circonstance. Elles font exception puisque l'adresse 127.0.0.1 fait référence à l'adresse de loopback. En gros, l'adresse de loopback, c'est quoi? C'est un alias qui signifie sa propre carte réseau. Envoyer un ping à 127.0.0.1 équivaut à s'envoyer un ping à soi-même. Donc, à quoi ça peut servir? Bien, tout simplement à tester sa propre carte réseau en réception. Donc, c'est la théorie qu'il fallait voir pour l'adressage IPv4. Comme je vous ai dit, je vais vous fournir les notes. Je vais également vous fournir un exercice pratique à réaliser, puisqu'il faut vraiment maîtriser cet adressage-là, que ce soit pour les autres capsules qui vont suivre, puisque, évidemment, l'adressage IP, c'est la base même du réseau. Le protocole TCP/IP, sans lui, ben, il n'y a pas vraiment de réseau à l'heure actuelle. Donc, plus tard, quand on va parler de serveurs DHCP, quand on va parler de routage, etc., il faut que l'adressage IPv4 se soit bien compris et bien maîtrisé. Donc, voilà. Pour la suite des choses, je vous transmets ces notes de cours-là dans la description de vidéo. Je vous transmets également un exercice et la prochaine capsule, ce qu'on va faire, c'est que là, on a vu la théorie, mais dans la prochaine capsule, ce qui va être intéressant, c'est de faire un premier laboratoire pour tester, mettre en pratique cette théorie-là, donc des adresses IP et des masques de sous-réseau. Donc, nous verrons ensemble comment faire communiquer deux ordinateurs virtuels, évidemment, à l'aide d'adresses IP et on va jouer un peu avec ça et se mettre les mains dedans, comme on dirait en bon québécois. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à m'écrire, à communiquer avec moi, à m'envoyer un courriel. Bref, ne vous gênez surtout pas. C'est possible que vous ayez besoin de visionner la vidéo une deuxième fois, une troisième fois. Ne vous gênez surtout pas. Le concept des adresses IP, puis ce qu'on appelle en anglais le subnetting, donc créer des sous-réseaux et de jouer avec les masques de sous-réseaux, c'est vraiment au début un mal de tête assuré. Donc, c'est normal si vous n'avez pas tout compris du premier coup. Et c'est d'autant plus normal si vous avez besoin de visionner cette capsule-là plusieurs fois. Donc, allez-y, ne vous gênez pas. Voilà, j'espère avoir expliqué ça
avec une formule gagnante. Et puis, autrement, nous nous revoyons dans une prochaine capsule.